bienvenue dans cette matinale de Géopolitique profonde. Eh bien, bonjour et merci de m'inviter. Eh bien, merci d'y avoir répondu présent. Je sais qu'actuellement, votre temps est compté et que ce n'est pas les demandes d'interview, le travail de fond aussi, parce qu'évidemment, il n'y a pas que la promotion des livres, il n'y a pas que la réponse aux sollicitations des journalistes, mais il y a aussi le travail, évidemment, qui fait que vous pouvez justement écrire ce livre ensuite. Je rappelle le tout dernier, qui pourtant n'est pas sorti il y a longtemps, Guerre secrète en Ukraine. Tout est aux éditions Max Milo. Vous avez auparavant un livre, alors vous avez toute la série, hein, évidemment, sur l'Ukraine, Ukraine entre guerre et paix, Opération Z, et vous avez encore Poutine, maître du jeu, l'art de la guerre russe. Et puis, le dernier en date concernant ce dont nous allons beaucoup parler ce matin, eh bien, c'est Opération Déluge d'Al-Aqsa de Jacques Beau, toujours aux éditions Max Milo. Eh bien, depuis la dernière fois que nous nous sommes entretenus, colonel Beau, on va dire, il y a de l'eau qui est tombée sous les ponts, que d'évolution au Proche-Orient entre l'attaque d'abord israélienne sur l'Iran, puis les bombardements, enfin les réactions iraniennes d'ailleurs, qui n'ont pas été neutres, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez pouvoir peut-être évaluer un peu, même si c'est pas simple, les dégâts qu'ont pu occasionner les missiles balistiques, les missiles hypersoniques iraniens sur Israël, les frappes décapitantes, les frappes ciblées d'Israël, et puis le bombardement évidemment, des Américains, les bombardements sur au moins 3 bases du complexe nucléaire iranien, et dans la foulée, une guerre qui aura donc fait la guerre, aura été donc, en tout cas selon Donald Trump, la guerre des 12 jours, un traité de cessez-le-feu, enfin un cessez-le-feu en tous les cas, entre Israéliens et Iraniens. De toute cette séquence, qu'est-ce que, mon colonel, à votre avis, les points essentiels qu'il faut retenir ? Synthèse. Oui, il y en a de multiples parce que, en fait, tout ça témoigne de quelque chose qu'on a déjà vu à travers le conflit en Ukraine, c'est-à-dire un changement complet des rapports de force dans le monde, une incapacité de l'Occident à gérer les crises qu'il crée, et quelque chose qui était moins évident, mais qui quand même transparaissait pour les experts, puisque finalement les 30 dernières années ont été 30 années de guerre, littéralement, qu'on a fait à des endroits différents dans le monde. Et pratiquement toutes ces guerres se sont soldées par des défaites de l'Occident. Et aujourd'hui, on a la démonstration dans des conflits qui sont, à la différence des précédents où on avait des conflits, non pas asymétriques, mais dissymétriques. Enfin, certains étaient aussi asymétriques, pas tous, mais ils étaient tous dissymétriques. C'est-à-dire qu'ils mettaient en scène des adversaires qui étaient extrêmement différents en termes comment dire, quantitatifs, si vous voulez, pour simplifier les choses. Et par conséquent, on pouvait s'attendre à ce que la technologie joue son plein rôle et apporte le succès. Et pourtant, on n'a eu que des échecs. Mais cette fois-ci, on a des conflits en Ukraine, d'une part, entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine étant soutenue par l'Occident, et entre l'Iran et Israël étant soutenu par l'Occident, qui sont des conflits entre pairs. Et pairs, P-A-I-R-S, bien sûr. Et on voit que le mythe de la capacité militaro-technique ou technologico-militaire, je sais pas qu'on pourrait dire occidentale, eh bien, se trouve en difficulté, non pas pour des raisons de rapport de force ou de manière de combattre, etc., mais simplement, c'est la manière d'utiliser nos armes qui est mauvaise. On a des faiblesses fondamentales dans la composition de nos forces, dans la manière d'utiliser nos forces et dans la doctrine d'utilisation de nos forces. Et ça, on pouvait difficilement le mettre en évidence, par exemple, en Afghanistan, même si un expert pouvait, mais bon, sans entrer dans les détails, puisque j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, donc
pouvait déjà mettre en évidence ça, mais c'était un peu particulier puisqu'on a des conflits qui sont où il y a une dissymétrie par nature. Mais là, on est avec des conflits ou des armées qui ont à peu près les mêmes capacités et où théoriquement la technologie occidentale devrait faire la différence et pourtant elle ne le fait pas. Par conséquent, ça signifie qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'on pensait avoir et ça a été mis en évidence en particulier pendant la séquence qu'on a vue de ces 2 dernières semaines où Israël, et si on a parlé de ce fameux mythe d'invincibilité, eh bien, il a été battu en brèche. Enfin, il avait déjà été battu en brèche par les Palestiniens, à vrai dire, soyons honnêtes. Les Palestiniens ont réussi à tenir en échec l'armée israélienne. Elle a montré l'incapacité de l'armée israélienne à répondre à une situation. Mais là, on est dans un conflit de type asymétrique qui nécessite un traitement intellectuel que les Israéliens ne sont pas capables de faire, et c'est ce qui a amené les Palestiniens à avoir leur victoire, si vous voulez. Enfin, victoire, le mot victoire devant être mis entre guillemets, parce qu'il faudrait définir ce qu'on appelle victoire, bien entendu. C'est ça, et je crois qu'il faudrait définir ce qu'est une victoire, un échec, sachant que c'est plusieurs dizaines de milliers de morts, peut-être beaucoup plus encore pour les Palestiniens. Oui, mais je pense pas, très sévère. Justement, c'est ça qui est le côté asymétrique. Oui. Quand vous êtes dans un côté dissymétrique, là, le nombre de morts peut jouer un rôle. Quand vous êtes dans un domaine asymétrique, le nombre de morts ne joue pas de rôle. Et c'est là où on est dans quelque chose que les Occidentaux ont de la peine à concevoir, tout simplement. Bah oui. Et ça s'est vu parce que les Israéliens pensaient gagner. Or, le fait même qu'ils n'aient pas réussi à atteindre leurs objectifs est en fait déjà une victoire pour les Palestiniens. Alors, et voilà. Ça, c'est un, n'est-ce pas, il y a un moment où les logiques qu'on a ou qu'on a vues sur les champs de bataille pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, où on est chaque fois dans un jeu à somme nulle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y en a un qui gagne, qui est le grand victorieux, qui plante son drapeau à un endroit, et puis l'autre son drapeau est cassé, et puis il est plus là où il est écrasé, où il était détruit. Voilà. Ça, là, on est dans un jeu à somme nulle, un gagnant, un perdant, plus un d'un côté, moins un de l'autre, bilan 0, jeu à somme nulle. Ici, on n'est pas dans cette situation. Et avec les Palestiniens en tout cas, on n'est pas dans cette situation. On est dans des situations où la victoire ne peut pas être quantifiée. Et par conséquent, d'ailleurs, même les Israéliens, quelquefois, disent qu'ils ont gagné, même s'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Donc, ça montre que la victoire n'a plus la dimension, univoque qu'elle pourrait avoir dans une logique occidentale. Néanmoins, on s'aperçoit que le fait même que les Israéliens n'aient pas réussi et n'aient pas trouvé le moyen d'atteindre leurs objectifs fait qu'en réalité, ils ont été de fait défaits, même s'il y a plus de morts du côté palestinien. Il faut aussi dire que les morts du côté palestinien, ce ne sont pas des combattants, ce sont des civils, en très large majorité. Et d'ailleurs, il faut voir les rapports, même d'ailleurs qui viennent d'Israël, pour constater que, même s'ils n'aiment pas le dire, ils ont touché des civils, parce que ce n'est pas les bébés qui étaient des combattants du Hamas déguisés, n'est-ce pas? Donc, on est dans quelque chose qui est des victoires où on écrase, on extermine en fait une population en réalité. Oui. Et c'est ça qui donne l'apparence de victoire. Mais c'est une victoire qui n'en est pas une, parce que d'abord, ils ne maîtrisent pas le terrain, premièrement. En tuant tous les enfants, les femmes, les enfants, etc., ils ont finalement donné un sens nouveau au mot résistance, qui, je le rappelle, selon le droit international, est ce que peuvent invoquer les Palestiniens, y compris par les armes, je le rappelle, c'est dans les résolutions des Nations Unies. Donc, ça c'est la première chose. Mais en plus de ça, on a une défaite d'Israël sur le plan politique et
j'allais dire, sur le plan de l'image, parce que finalement, les images qu'on avait des parachutistes israéliens prenant Jérusalem-Est en 1967, eh bien, tout ça a été effacé par l'image de gens qui aujourd'hui tirent à bout portant sur des enfants. Et par conséquent, l'idée de ce Tzahal victorieux a laissé la place à une armée qui est devenue méprisée. D'ailleurs, dans certains pays aujourd'hui, vous devez signer une déclaration comme quoi vous n'avez pas fait partie des opérations en Palestine pour pouvoir entrer dans le pays. C'est le cas de l'Australie, par exemple. Et puis, il y a d'autres pays également, je crois la Thaïlande, plusieurs pays asiatiques qui interdisent l'entrée du territoire à ceux qui ont participé à des opérations militaires. Par conséquent, donc, une défaite morale terrible. Une défaite morale dans tous les sens du terme, d'ailleurs.